Salut, c'est Thomas Rozek. Parmi toutes les économies qu'on pensait florissantes et qui se trouvent dans une épaisse panade avec cette pandémie et ses conséquences, il y a le monde du sport professionnel. Et tout particulièrement, le plus populaire, a priori le plus puissant d'entre eux, le football. Mis à l'arrêt par la crise du Covid-19, ce dernier a eu la confirmation le 28 avril, lors de la présentation du plan de déconfinement du gouvernement, que sa saison était bel et bien terminée. Ce qu'on ignore encore, par contre, c'est si tous les clubs français survivront à cette période, eux qui sont loin d'être égaux en termes d'assises financières et de capacité à absorber le colossal manque à gagner que représente notamment l'absence ou les retards de paiement de droits télé suite au report des rencontres. Est-ce que, tout comme notre pays qui se pensait l'un des plus solides au monde s'est retrouvé subitement démuni et affaibli face à une crise mal anticipée, le foot français n'est-il pas en train de se rendre compte qu'il était plus fragile qu'il ne le pensait? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour mieux comprendre, j'ai discuté de tout ça avant les annonces du gouvernement avec mon confrère Grégory Schneider de Libération, à qui aucune des subtilités du monde du foot français n'échappe et à qui j'ai demandé pour commencer si les clubs hexagonaux se préparaient à vivre des jours sombres. Les jours sont déjà là pour certains clubs, c'est-à-dire qu'ils ont dû entreprendre en urgence un certain nombre de démarches visant à se banquer. Alors, il y a eu, pour autant qu'on puisse le savoir, je pense que je peux être assez ferme et directif là-dessus, il y a eu 4 initiatives différentes. La première, qui est quand même la plus pittoresque, ça a été une prise de contact entre les présidents de clubs et les télés, à commencer par Maxime Saada, le patron de Canal. Alors, chose déjà plutôt rigolote, Maxime Saada a désigné les présidents de clubs avec qui il voulait parler. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que c'était la Ligue Pro, allait envoyer des représentants, à commencer par le DG de la Ligue Pro qui est Kyo. Et là, Maxime Saada a dit Kyo, je ne veux pas le voir. Donc, pour commencer, et il dit je veux voir un tel et un tel. Et dans les 4 présidents qui sont allés prendre langue avec les télés, donc Maxime Saada de Canal et beIN, il se trouve qu'il y avait Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Donc, alors, ça veut dire qui est aussi le patron de beIN Sport, si vous voulez. Donc, vous avez le président du Paris Saint-Germain qui va essayer de négocier avec le patron de beIN Sport. Donc, sauf à amener un miroir en réunion et à se parler à lui-même, vous imaginez bien que c'est le même mec. Donc, en fait, ça cachait mal une intention que Valdemar Kita, le président de Nantes, a un peu éclairée de manière provocatrice, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés demander la charité au Qatar, en fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Paris Saint-Germain et beIN Sport sont sous capitaux qataris. Donc, en fait, vous envoyez le président du PSG et discuter avec le mec de beIN, ça revient demander aux Qataris de banquer le foot français. Donc, de leur demander la charité, en quelque sorte. Donc ça a été l'une des premières initiatives. Manifestement, c'est pas allé bien loin, et il y a eu 2 autres initiatives qui ont été prises, puis une 3e. Les 2 autres sont venues de la Ligue. Il y a le président de la Ligue, Kyo, qui avait donc été écarté par les diffuseurs, qui est de sa propre initiative, qui allait voir des banques en Angleterre, accompagné de son directeur financier. Alors notamment, ça, selon moi, ce que je peux en dire, il a par exemple vu JP Morgan, qui fait tourner des modèles économétriques sur le business post-coronavirus, et voilà. Donc lui a pris langue donc avec des établissements financiers, on va dire, qui ont pignon sur rue quand même, enfin relativement sécurisant. Et il y a une 2e initiative de la Ligue. Alors la Ligue, vous allez me dire c'est Kyo, mais dans la Ligue il y a aussi les présidents de clubs. Alors les présidents de clubs n'ont pas vraiment soutenu l'initiative de Kyo, qui était le DG de la Ligue, et ils ont au contraire mandaté 2 d'entre eux, alors qui est Gérard Lopez, le président de Lille, et il y a Loïc Ferry, le président de Lorient, pour discuter, alors avec des établissements financiers déjà un peu plus parallèles. Par exemple, Gérard Lopez, en tant que président de Lille, a fait un emprunt en 2017 de 140 millions au fonds Elliott, au fonds américain Elliott. Elliott, c'est un fonds vautour qui a mis à genoux l'État argentin, qui travaille avec des taux d'intérêt alors soi-disant à 2 chiffres, c'est plutôt plus près de 20% pour ce que je peux en savoir. Donc bon, c'est-à-dire que en fait, les clubs étaient tellement désespérés qu'ils ont envoyé ces 2-là aller chercher un petit peu l'argent là où ils étaient sûrs qu'on leur prêterait, mais à des conditions. On parle du monde de la réassurance, des emprunts pour couvrir des emprunts. Alors bon, le président de Lorient, c'est Loïc Ferry, il est patron de chez Navari, qui est un fonds d'investissement. Voilà, mais là, on commence à aller chercher l'argent, si vous voulez, dans des bordures un peu plus risquées. Voilà. Mais ça traduit aussi le désespoir de certains acteurs du foot français. Et 4e initiative, donc je résume, 1, on va demander aux Qataris, 2,
c'est Quillot, le président de la Ligue, qui va avoir des établissements financiers qui ont pignon sur rue. 3, c'est Lopez et Ferry qui vont voir des établissements financiers qui ont aussi pignon sur rue, mais qui sont un peu plus difficiles à bouger. Et en 4, il y a donc le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui a dit « Moi, je ne veux pas qu'on fasse appel à de l'argent qui vient de l'étranger. On va faire appel aux banques publiques d'investissement. » Puisque, le foot, c'est des PME, enfin, des fois des grosses PME. Donc, alors, le problème, c'est que le président de la fédération ne peut pas, lui, directement faire appel à des banques publiques d'investissement. Pourquoi ? Parce que s'il obtient de l'argent et qu'il le redistribue au club pro, le monde amateur, qui est là, dans la même situation critique, va quand même dire, nous, il nous faut, l'argent nous est tout autant nécessaire, si ce n'est plus qu'aux riches. Donc, le président de la fédération, Noël Le Graët, a fait un truc assez subtil. Il a encouragé les clubs pro à eux-mêmes démarcher les antennes régionales des banques publiques d'investissement. Et là, alors vous n'avez pas des sommes phénoménales, mais il se trouve que sur la tranche d'avril, c'est un petit peu technique, c'est l'argent qui était proportionnel aux critères de notoriété. C'est-à-dire, plus vous passez à la télé, plus vous avez d'argent. Donc en gros, je vous la fais courte, un club comme Dijon passe pas beaucoup à la télé, un club comme Nîmes passe quasiment pas à la télé, en tout cas en match décalé, donc eux ont été lésés de très peu d'argent. Je crois que c'est 2, 3, 4 millions. Un club comme Strasbourg, je crois que c'est 5 millions. Donc, c'est très peu d'argent. Donc, 5 millions, très franchement, vous pouvez les obtenir en démarchant une banque publique d'investissement. Donc, c'est des prêts à horizon 4 ans qui sont garantis par l'État. Ce que je veux dire, c'est que en gros, ces banques publiques d'investissement répondent parfaitement aux besoins de 15 des 20 clubs de Ligue 1. Évidemment, c'est pas la même tartine pour Lyon, c'est pas la même tartine pour Marseille, c'est pas la même tartine sur le PSG, même si on peut penser que leur actionnaire, qui est le Qatar, les mettra à couvert. Donc, c'est plutôt les gros clubs qui ont le couteau sous la gorge et qui, eux, vont sans doute devoir se recaler sur les autres initiatives, les 2 autres initiatives, l'initiative Quillot et l'initiative Lopez. Donc voilà, pour la recherche d'argent, j'ai essayé de vous schématiser on en est à peu près là. Ce qui moi me frappe, c'est que on a la sensation d'un univers du foot qu'on nous disait richissime, assis sur une montagne d'or, qui se trouve en fait dans une situation où ses poches sont vides et où qui finalement était peut-être beaucoup plus fragile que l'image qu'on pouvait en avoir de l'extérieur. Mais le foot a toujours été extrêmement fragile. C'est-à-dire que le foot, on a l'impression qu'il est riche, mais l'argent, il va quand même dans les poches des joueurs. Si vous voulez, moi, depuis que je suis le foot, ça ne sont que des histoires il faut absolument qu'on vende tel joueur pour boucler notre budget. Alors, il y a les droits télé, en fait, qui leur garantissent quand même des ressources, mais pour équilibrer dans les faits, ils sont surtout obligés de vendre. Vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez un attaquant à Lille qui s'appelle Victor Osimhen, qui est un joueur nigérian, qui est très franchement estimé à 70 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Ça fait une énorme différence sur un budget. Mais quelque part, ces 70 millions d'euros, ils ont déjà été dépensés parce que comme on sait qu'on a cet actif-là, on fait rentrer d'autres joueurs pour les faire progresser et leur faire prendre de la valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sur le foot français, qui est un foot qui exporte des joueurs, est obligé pour équilibrer son budget de vendre des joueurs, donc de les faire progresser dans de grandes proportions. Mais qu'est-ce qui se passe si Osimhen se blesse ? Qu'est-ce qui se passe si, comme ça se passe depuis 2 ou 3 saisons à Monaco, 2 saisons à Monaco, vous ne faites pas suffisamment progresser les joueurs, donc vous les achetez cher, mais vous allez les revendre moins cher. Là, vous êtes dans une situation catastrophique. Vous êtes dans un monde, si vous voulez, hyper compétitif. Donc, il faut absolument mettre la main sur le meilleur joueur, il faut absolument mettre la main sur... Et ça vous met à la limite. Vous prenez des risques, parce que si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire, les autres clubs vont le faire, eux vont faire progresser les joueurs et eux vont faire cette fameuse bascule après laquelle vous courez. Donc on est sur un monde qui est effectivement d'une extrême fragilité. C'est un monde spéculatif, c'est un monde où vous devez donc compter sur les joueurs pour équilibrer votre budget. Bon, là je ne parle pas évidemment du Paris Saint-Germain, c'est pas, ils sont très au-dessus de ça. Mais le petit peuple de la Ligue 1, je crois qu'un club comme Amiens est pas loin d'avoir fait 40% de son dernier budget sur le marché des transferts. Alors, ça nécessite un savoir-faire, je ne dis pas que c'est mal, mais c'est extrêmement risqué. Et là, vous êtes dans une situation où qu'est-ce qui va devenir du marché des transferts estivales ? On n'est même pas sûr qu'on aura fini les compétitions. Est-ce que vous allez pouvoir vendre les joueurs ? Comment vous pouvez vendre un joueur que personne n'a vu jouer depuis 4 mois ? Je veux dire, vous êtes quand même sur des situations où le système peut exploser. Enfin, en tout cas, vous avez cette menace-là. Donc, on est la fragilité. Les clubs français sont très, très, très fragiles.
À ce stade du championnat, comme on dit, pas mal d'idées flottent dans l'air, tout comme on spécule beaucoup sur les potentiels effets positifs qu'aurait la crise sur l'économie mondiale, rendue d'un coup plus vertueuse, plus raisonnable, plus sobre par cette pandémie. D'aucuns imaginent aussi le foot prendre ce chemin et sortir du tout business en adoptant, pourquoi pas, des mesures qui existent déjà dans d'autres sports américains pour la plupart, comme par exemple le concept de ligue fermée qui existe notamment en NBA, qui implique que les clubs ne sont pas menacés par une relégation dans une division inférieure à l'issue de chaque saison, ou encore le concept de salary cap, la limite salariale comme on dit en bon français, soit le fait que la ligue impose aux clubs un seuil de dépenses à ne pas franchir pour payer les joueurs, et qui évite ainsi les trop grands déséquilibres et préserve une homogénéité sportive. J'ai demandé à Grégory Schneider si c'était illusoire d'imaginer de telles choses mises en place dans le foot français, voire carrément dans le foot européen. En fait, il y a deux choses. D'une part, le modèle de ligue fermée n'est pas un modèle sur lequel fonctionne le sport européen. Le sport européen fonctionne sur des relégations ou des promotions. C'est-à-dire que c'est un système pyramidal où tout se tient, si vous voulez, du foot amateur jusqu'au plus gros club. Alors vous allez me dire, dans les faits, la Ligue des Champions est une ligue fermée puisqu'on retrouve 6 des 8 plus gros clubs ou clubs les plus riches en quart de finale chaque année. Mais ça, ça se fait, ça se fait un petit peu tout seul. C'est-à-dire, c'est leur puissance financière qui leur permet de faire ça, mais vous n'avez pas le droit de fermer. Si aujourd'hui vous fermez la Ligue 1, vous allez avoir un club comme Lens qui est en Ligue 2 qui va vous dire et moi, vous allez avoir un club comme Lorient qui vous dirait moi, les Corses sont pas représentés en Ligue 1, ce qui est quand même un peu fort de café compte tenu de leur importance historique dans le. Donc en fait, il faut qu'il y ait ce petit appel d'air. Donc vous pouvez pas, et ça marche dans quasi tous les pays, en attendant qu'ils fassent une Super Ligue européenne. Donc en fait, c'est déjà de fait le modèle est pas un modèle fermé. Ensuite, pour parler du salary cap, ça c'est intéressant, ça nécessiterait que à un moment donné, les acteurs s'assoient autour d'une table et se disent on a un objectif commun. Or ça, c'est totalement utopique dans le football. Ils passent leur temps, ces mecs-là, à être en concurrence les uns avec les autres. Ils sont en concurrence déjà sur les matchs. Ils sont en concurrence pour l'accès. Vous savez que les 2 ou 3 premiers du championnat de France disputent la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est 20-30 millions d'euros. Enfin, c'est 20-30 millions d'euros, 40 millions d'euros. Donc ils sont en concurrence pour ces places-là. Alors d'autant plus en concurrence que comme le PSG est hors concours, il n'y a plus qu'une place ou deux, et non 2 ou 3. Ils sont aussi en concurrence sur les joueurs, comme on en parlait, c'est-à-dire qu'il faut capter les meilleurs joueurs. Cet intérêt commun, en fait, a aucune chance d'émerger. Moi, je vais vous dire un truc. Tout le monde dit aujourd'hui, dans le foot, que Saint-Étienne est très très mal financièrement et que la crise lui donnera le coup de grâce. Moi, j'ai eu un dirigeant de club il y a 2 semaines qui s'en réjouissait. Il s'en réjouissait. Il se dit oui, mais ils ont mal travaillé, ils ont dépensé par avance de l'argent dont ils pensaient qu'ils le toucheraient, sauf que là, ils risquent de pas le toucher. Ils ont pris des risques et quelque part, le foot, c'est un système darwiniste où, en fait, la crise accélère ce qui se serait passé en 3-4 ans, sauf si Saint-Étienne avait tiré le bingo en vendant un joueur à des prix phénoménaux. Le foot, vous passez votre temps à vous battre contre votre voisin. C'est que ça. Donc, très franchement, cette espèce d'intérêt général dont vous parlez a aucune chance d'émerger puisqu'il est contredit sur tous les plans en permanence. Et est-ce que ça ne pourrait pas venir des joueurs eux-mêmes ou est-ce qu'eux aussi, de toute façon, bénéficient à plein de ce système ? On pourrait souvent, historiquement, se pencher sur les raisons qui ont fait qu'on n'a pas vu une espèce de conscience émerger collective de la part des joueurs. L'hypothèse la plus probable, c'est un peu impressionniste ce que je vous dis, mais c'est qu'on a enseveli cette conscience sous des montagnes d'argent. Enfin, je me souviens, j'avais vu un joueur malien fut un temps, je lui dis oui, mais les cris de singe, les trucs sur les terrains, tout ça. Mais il dit écoutez, moi je touche 80 000 euros par mois, je fais vivre 15 mecs à Bamako, les cris de singe je vais faire avec. Hein. Sous-entendu, c'est triste, mais c'est un peu vos préoccupations, vous, de petits blancs, conscientisés. Vous savez, le foot, il est mondialisé. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous parlais d'Osimhen. Osimhen, c'est un mec qui a grandi sur une décharge dans une grande banlieue de Lagos où il racontait ça. Il a vu sa première paire de godasses à 9 ans. Vous allez lui dire ah bah non mais faut penser collectivement, faut quand même. Là qui va vous dire attendez, c'est arrive un moment, mettez-vous à ma place 5 minutes quoi. Enfin je veux dire c'est-à-dire que c'est tellement compétitif que la contrepartie est forcément en termes d'argent. Vous pouvez pas penser autrement. Et si on propose une meilleure condition aux joueurs, ils changent. Il y a plus de club, il y a plus de conscience collective, il y a plus de et c'est normal, c'est le professionnalisme.
Vous et moi, on ferait ce qu'on veut. On pourrait décider de changer de journal ou de média, ça nous regarderait nous. Vous voyez, le joueur, ça le regarde lui. On n'a pas à lui dire oui, mais il y a ci, il y a ça, il faut faire rentrer, paramétrer telle et telle chose. Très franchement, c'est l'argent. La carrière est courte. Il ramasse le pactole sur 10 ans, il dégage. Le foot fait quand même mauvais ménage avec les utopies. Il fait bon ménage avec l'ascension sociale ou des choses comme ça, mais avec les utopies ou la réflexion collective, il fait très mauvais ménage. Le premier truc que moi j'ai appris dans le foot, c'est que je me souviens, c'était un mec qui jouait à Valenciennes qui s'appelait Ducourtiou qui m'avait expliqué ça. C'est que votre concurrent, votre adversaire, ça n'est pas le type contre qui vous jouez le samedi. Votre concurrent, il est dans votre vestiaire. Parce que vous avez 25 joueurs pros et il faut être dans les 11 qui seront titularisés le samedi. Donc il faut que les 11 liquident les 14 autres, pour parler clairement. Une fois que vous avez liquidé les 14 autres, donc vous jouez le samedi, et là, vos performances vous permettent de continuer à écarter les 14 autres. C'est en interne le problème. Donc comment voulez-vous dégager un sentiment collectif ou un sentiment… Dans le meilleur des cas, il peut y avoir du respect entre eux, mais pas plus. Moi, je me souviens, alors ça date, mais j'avais fait un sujet au FC Lorient où je leur avais dit qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le foot, en fait. J'avais pris 5 joueurs et j'avais dit qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le foot. Et en fait, j'ai eu des toutes petites choses. C'est-à-dire, par exemple, ils aimeraient que le regard des supporters soit un peu plus amène parfois. Ils trouvent qu'ils sont jugés, ou les joueurs trouvent qu'ils sont jugés à titre personnel sur des performances sportives. Le mec, il dit voilà, quand je perds un match, je suis un moins que rien, mais pourtant je vais chercher mes gosses à la même heure à l'école. Voilà, mais c'était des toutes petites choses. Rien n'émanait qui relevait du collectif. Il y a peut-être un petit quelque chose parfois, c'est que l'attachement à la sélection nationale. Mais encore une fois, c'est individuel. C'est-à-dire que quelqu'un comme Neymar, par exemple, le PSG voulait ne pas qu'il se fasse opérer, je me souviens en amont du Mondial 2018, pour qu'il continue à jouer. Neymar a dit, je préfère me faire opérer parce que je veux sécuriser le Mondial 2018. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, il a fait primer quelque chose comme un sentiment patriotique sur un contrat au Paris Saint-Germain où, faut-il le rappeler, il est rincé au moins 30 millions d'euros par an pour ce qu'on peut en compter. Donc là, il y a eu quelque chose qui ressemblait à une conscience tiers-mondiste. Je vais vous le dire en mettant tous les guillemets, je ne dis pas que c'est Bob Marley non plus, mais en tout cas, il s'est dit, il y a une autre réalité. Mais en tout cas, c'est strictement individuel et c'est une démarche strictement individuelle. Donc, en fait, c'est un monde qui est totalement atomisé, en fait, où le joueur est totalement isolé, au fond. C'est la fameuse phrase de Thierry Henry qui parlait de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka qui a toujours eu des stratégies très individuelles, y compris au niveau de ses choix de carrière. Où Thierry Henry avait dit Nicolas Anelka a compris très vite que le football était un sport individuel. Voilà. Donc je vous le cite, c'est individuel puisqu'il s'agit les places au soleil sont rares, il faut émerger, les places dans les grands clubs sont rares, les places sur le terrain sont rares, voilà, donc c'est ça, quelque part ça fait sa grandeur parce que quand vous voyez un type sur le terrain, c'est à ce prix-là. C'est-à-dire que c'est ça qu'il a surmonté. On lui a rien donné au mec, mais bon Dieu, c'est violent, ouais. Est-ce que derrière cette crise aussi, il y a la prise de conscience qui s'installe, alors je ne sais pas si c'est tant du point de vue des clubs que du point de vue du grand public ou des journalistes, que le foot français n'est pas au niveau qu'il avait l'impression d'être. C'est-à-dire qu'on s'est souvent bercé dans l'illusion qu'on faisait partie des 5 grandes ligues européennes, avec la Ligue espagnole, la Ligue italienne, la Ligue anglaise et la Ligue allemande. Et est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement on serait plutôt au niveau de la Ligue hollandaise ? Vous avez déjà répondu à la question. Vous savez, cette histoire de 5 grands championnats européens, il faut bien comprendre que pourquoi est-ce qu'on met le cut à 5 ? Dans quel pays on met le cut à 5 ? Il n'y a qu'en France qu'on le met, parce que ça nous permet juste de rentrer dedans. Bon, des fois, on a été derrière le Portugal sur certaines saisons au classement UEFA des clubs. On est aussi à touche-touche avec les Russes. Donc nous, cette histoire des 5 grands championnats européens, je vous assure qu'il n'y a qu'en France, parce que ça nous a fait juste rentrer. Donc c'est un pur élément de communication. La France est de toute manière à la remorque. Vous savez, quel est le seul club qui arrive à performer, et encore entre guillemets, sur le front européen ? C'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un club français. C'est un club sous capitaux qataris et c'est un club qui a été conçu comme une multinationale regroupant 10 des 100 meilleurs joueurs du monde. Mais ça n'est pas un club français. C'est-à-dire que ça n'est pas l'émanation de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain ne dit rien sur la Ligue 1. Donc effectivement, cette crise, quelque part, montre ça. Le Paris Saint-Germain, il va traverser tout ça les pieds au sec, hein, il n'y aura pas de souci. Mais effectivement, tout le reste,
tout le reste subit, ou a été obligé à tout le moins de recourir à la banque publique d'investissement, ce qui n'est pas non plus un geste de désespoir, hein. C'est quand même, c'est pas de la, mais bon, voilà, ça relativise quand même la portée. Vous savez, par rapport à votre question, quand on travaille dans le foot, on est toujours surpris du décalage qu'il y a entre la puissance médiatique de ce sport et sa valeur réelle. Là encore, comme dans beaucoup des secteurs touchés de plein fouet par la crise, la question qui reste en suspens, c'est est-ce qu'à l'issue de tout ça, il restera dans la tête du public et dans celle des principaux concernés la conscience de la fragilité du modèle dominant dans le sport européen et surtout, est-ce que ce sera suivi d'effets? Merci à Grégory Schneider pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, ça se passe sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez de surtout bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.